Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau JDR qui m'a été envoyé par les éditions des 12 singes. Un JDR qui s'appelle Noblesse Oblige et qui est en système PBTA comme Monster of the Week que j'aime tellement, comme Passion de las Passiones également, ou comme encore Monster Hearts, pour ne citer que les jeux qu'on a joués chez nous. Et bien donc, sans plus attendre, voilà, c'est parti. J'ai essayé de bricoler un petit truc pour pouvoir vous montrer les livres un peu plus en détail que juste en les levant à la webcam. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Les 12 singes. Donc, on a d'abord le pack global de Noblesse Oblige, comme ils disent, un JDR rocambolesque de KPDP. Le principe, c'est pas du tout de faire un JDR historique, mais d'être dans les clichés des Trois Mousquetaires ou ce genre de choses pour s'amuser avant tout. Dedans, on a le livre du MJ, le livre des héros, donc qui sont globalement les archétypes, parce qu'en PBTA, on joue avec des archétypes, et un écran. Ils avaient aussi débloqué pendant leur financement participatif un petit supplément avec des aventures rocambolesques, donc tout simplement des petits scénarios de one-shot. J'aime beaucoup l'illustration de tout ça, d'ailleurs. Qui nous a fait ces belles illustrations? David Chapoulet, ça on va le regarder ensemble. Et ensuite, il y a un petit deck de cartes, guide de jeu, voilà, avec les effets de cap. Donc on va voir ensemble ce que sont les effets de cap. Je ne le sais pas pour le moment, parce que vous voyez, tout est encore sous plastique. Ça va être la découverte avec vous. Ouvrons ça proprement, sans rien esquinter. Alors pour l'info quand même, c'est pas un jeu forcément des plus accessibles aux bourses, je le dis tout de suite, parce que le coffret, il est à 99 €. Donc, voilà, faut le savoir, on est là en toute transparence pour vous présenter les choses dans les règles. Après, on a un beau coffret, on va voir si ce qu'il y a à l'intérieur nous paraît justifié ou pas, on pourra en discuter. Ah oui, il y a quand même pas mal de choses, voilà. Dedans, hop. Déjà un petit livre à lire en premier. Donc ça, j'imagine qu'on va voir l'essentiel des règles. Pourquoi n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est des feuilles qui ne sont pas agrafées. Pourquoi? Eh bien parce que, certes, on va avoir les petites intros qui nous présentent un peu la maison d'édition. Hop. Donc, par où commencer? Toujours intéressant. Ce jeu est divisé en plusieurs livres. Ce que j'ai là, c'est les bases du jeu. Le livret du héros avec les règles plus précises. Et les livrets pour chaque personnage. Et après, le livre du maître de cérémonie pour avoir les règles côté MJ. Donc ici, voilà, le MJ s'appelle le maître de cérémonie. Et donc, effectivement, pourquoi les feuilles ne sont pas attachées? Parce que c'est là on va se retrouver avec différents archétypes. On va avoir comment remplir les archétypes avec aussi un bon paquet de petites feuilles vierges comme ça pour remplir. Alors là, qui est-ce qu'on a? Ah oui, donc on a l'affiche à remplir avec petite aide de jeu et le rappel en fait de chaque petite règle également. Donc je déballe en même temps, hein, donc comme je dis, c'est en découverte totale. Donc qu'est-ce qu'on a comme archétype de personnage? On a le comédien. Votre existence est bien différente du commun des mortels. Vous cherchez sans relâche à vous frayer un chemin dans le monde insaisissable des muses. Vous aimez vous produire en public. La maîtrise de votre art est telle que vous est possible d'influencer votre auditoire. Ensuite, on a le domestique. Vous êtes au service d'un héros avec lequel vous avez tissé un lien de respect mutuel. À l'affût de ses besoins, hop, vous cherchez à la satisfaire du mieux que vous le pouvez, quelle que soit la situation. Et ensuite, il me dit, hop, choisissez 3 effets de cap. On va aller voir, hein. On va étudier les règles un peu après. C'est un petit peu bordélique ce que je fais aujourd'hui, parce que je voulais être en découverte totale. Le duelliste, c'est celui qui est habitué à se battre à l'escrime et qui a aussi de la répartie verbale. On va voir l'érudit, toute votre vie, même en escalade de quotidien, et pour vous prétexte à mener vos expériences afin de percer les secrets des mystères du monde. Hop. L'intrigant, l'espion, le courtisan ou agent double, vous servez votre faction en vous
filtrant tel un ver dans la pomme parmi ses ennemis afin de trouver les moyens de les compromettre ou de leur dérober les secrets. Le larron, votre sens de la justice est si supérieur à celui de l'esprit des lois que vous n'hésitez jamais à enfreindre celle-ci afin de rétablir ce qui doit l'être. Telle une ombre, vous savez vous mouvoir dans la pénombre sans que nul ne remarque votre présence. On a le militaire. En cette époque troublée où la guerre fait rage à travers toute l'Europe, vous êtes de celles et ceux qui ont fait le serment de protéger votre patrie jusqu'à la mort. Vous n'avez peur de rien, vous serez toujours prompt à vous jeter corps et âme dans la mêlée. Votre ardeur au combat en effrayera plus d'un. Et après, on a des fiches pour créer des PNJ qu'on appelle ici des seconds rôles. On va reprendre les fiches, on les reprendra sûrement un peu plus tard. On a un joli écran. Hop, je vais essayer de vous le montrer dans son intégralité. Un écran 4 faces. Hop, hop, pas facile de tout mettre à la caméra. Et hop, très très belle illustration. On a des choses sur... Alors on va plutôt avoir des choses génériques sur comment créer des menaces, voilà, avec des petites astuces. On va avoir comment faire briller chacun des personnages. Ça c'est pas mal de se dire, voilà, il y a 7 archétypes. Et il va nous guider le MJ sur comment les faire briller. Par exemple, l'intrigant mettez son commanditaire ou un membre de son réseau en danger. Le militaire fait affluer en masse des adversaires anonymes. On a aussi le duelliste, piquez-le au vif et jouez avec son sens de l'honneur. Donc finalement, dans cet écran-là, pas tant de rappels de règles, mais plutôt de ce qui peut se passer aussi dans les différents lieux, plus que sur les règles de jeu à proprement parler. Je trouve ça assez intéressant d'avoir cette approche-là, et donc avec de très très belles illustrations à nouveau, comme je l'ai dit. Donc là, ça montre déjà qu'on a une approche vraiment narrative sur ce jeu. Si l'aide de jeu, effectivement, parle plutôt de comment improviser, comment gérer les situations, tout ça. Ça montre, c'est assez intéressant, ça montre le parti pris des créateurs autour de ça, et ça tombe bien, c'est plutôt mon parti pris aussi, aider les maîtres ou maîtresses de cérémonie, pour reprendre les termes ici, à faire vivre la partie plutôt que les aider à se rappeler des règles. Et ben c'est très intéressant comme approche, je trouve. Maintenant, ouvrons le cœur du jeu, qui est le livre du héros. C'est le premier volume. Bon, les petites intros. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans ? On va avoir incarner un héros, les principes qui vont être sûrement les règles de base, comment le créer, et puis on va aller voir assez rapidement ce qu'ils appellent les effets de cap. Ça m'intéresse, ça a l'air d'être le cœur du jeu, puisque c'est ça le deck de cartes qu'on a. Donc, vous incarnez en héros. En tant que joueur qui n'est pas le maître de cérémonie, votre rôle consiste à incarner un personnage haut en couleur, tout droit sorti d'un roman, d'un film de cap et d'épée. Jusque-là, on est d'accord. On nous dit, voilà, en tant que joueur, c'est à vous qu'il appartient de définir votre héros. N'oubliez jamais que vous incarnez l'un des héros de l'histoire. Pensez-y comme s'il était l'alter ego de tous ces aventuriers hauts en couleur qui peuplent les romans et les films de cap et d'épée auxquels Noblesse oblige veut rendre hommage. Voyez-le comme un D'Artagnan, une Olympe de Roque d'Or, un Lagardère, une Éléonore intrépide ou un Pardaillan en puissance, et laissez-vous sans retenue dans l'aventure. Alors, les grands principes. Donc ça, c'est des principes, là aussi, très narratifs. Soyez audacieux et intrépide, vous incarnez un héros que rien n'arrête quand il en a décidé ainsi. Laissez-le prendre des risques, se jeter à corps perdu dans l'aventure, n'essayez pas de le protéger contre l'adversité alors qu'il s'y précipiterait sans hésitation. Ne fuyez pas devant l'adversité, aidez à faire briller les autres héros, et quoi qu'il advienne, soyez remarquable, digne et honorable, noblesse oblige. Donc là, on a vraiment aussi des principes sur comment incarner. Et puis, voilà, une petite définition sur l'honneur. Alors, on pourra toujours en débattre, mais on n'est pas là pour faire café philo. Mais voilà, c'est là pour l'instant un peu les traits de caractère qui devraient incarner nos héros. Donc, comment créer son héros ? Voilà, ça, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, on est sur un PBTA, donc évidemment, on va piocher d'abord dans des archétypes. Les archétypes correspondent au rôle que tiennent les héros au cours de leur aventure. Il en existe 7, on l'a rapidement vu. Le comédien, ou la domestique, le duelliste, l'érudit, l'intrigant, le larron ou le militaire. Notez que chaque archétype dispose de ses propres spécificités qui rendent le héros unique en son genre. Aussi, un même archétype ne peut pas être incarné par 2 joueurs ou joueuses au cours d'une même partie. Chacun d'entre eux est beaucoup plus ouvert qu'il ne le semble à première vue. En fait, un archétype n'est qu'une certaine manière qu'une inspiration, un modèle qui permet de poser un cadre général à partir duquel il vous est possible de construire votre héros tel que vous l'envisagez. Donc ça, évidemment, c'est aussi du PBTA. Donc il faudra choisir
quoi? Eh ben, là, c'est les éléments plutôt roleplay. Origine sociale, nom, apparence, milieux sociaux. Effectivement, l'origine n'est pas forcément la même que le milieu dans lequel il vit actuellement. Et puis, les attributs. Là, on va rentrer un peu plus dans les règles. Votre héros est défini par 4 attributs qui renvoient à ses différentes qualités ou aptitudes. Les circonstances décident de quel attribut doit être considéré pour résoudre une entreprise. Gaillard, lorsque vous décidez que votre héros a recours à sa force brute ou sa vigueur. Vaillant, lorsqu'il fait preuve de courage, d'agilité ou de dextérité. Ensuite, flamboyant, lorsque vous décidez que votre héros joue de son charisme ou cherche à baratiner, impressionner, intimider. Et subtil, lorsque votre héros décide de faire plutôt appel à sa logique, à sa perspicacité, à sa perception. Du coup, hop, on le voit sur la page d'à côté, il y a 4 caractéristiques. Donc ça, c'est assez classique aussi du PBTA. Chaque attribut est défini par une valeur paire entre 8 et 16, déterminée lors de la création du héros. Ces valeurs évolueront, en tout cas, elles ne peuvent pas être inférieures à 8 ou supérieures à 18. Ah, donc on va être peut-être sur une autre échelle de graduation sur les GD. Il est conseillé de privilégier l'attribut directeur de votre archétype, car il sert de base à la plupart de ses effets de cap spécifiques. C'est assez logique. Un comédien, il doit être avant tout flamboyant, j'imagine, parce qu'il a des compétences liées à la création du héros. C'est simple, vous répartissez 14, 12, 10 et 8 entre les attributs en fonction de l'idée que vous faites de lui. Chaque attribut est associé à une autre valeur, le brio, qui est la moitié de l'attribut. Le brio sert à déterminer la qualité du succès de certains jets de dés. Donc on va avoir des bonus à nos jets de dés en fonction de ça, le brio. La première fois que votre héros connaît un revers de fortune avec un attribut, vous cochez la case prestige associée à gauche de l'emplacement de la valeur de l'attribut. Donc là, il y a une petite case, hop, prestige. Chaque attribut est aussi associé à un type de séquelle signalé par le symbole ci-contre. Effectivement, flamboyant, c'est les trucs sur la force. Si on est estropié, on a -2. Chaque héros débute en ayant accès à l'ensemble des effets de cap généraux. On va aller voir un peu plus loin. Donc je pense que c'est l'équivalent des manœuvres quand on est dans ces derniers. Et des effets, ainsi qu'il y a 3 effets de cap spécifiques cochés sur son livret. C'est les savoir-faire, les manœuvres spécifiques liées à chaque archétype. Donc là, on retrouve le principe du PBTA qu'on connaît bien. On détermine son train de vie. Le train de vie, c'est simplement du RP qu'on discute avec le MJ. Et donc, les dépenses, elles sont conditionnées non pas à un prix, mais à un indice de train de vie. Si c'est inférieur ou égal, il peut l'acheter. Si c'est supérieur, il peut pas. À moins de baratiner, etc. Votre héros ne débute pas sans rien. Vous trouvez dans le chapitre équipement des exemples d'acquisition possibles en fonction du train de vie. Déterminez librement sa garde-robe, son habitat, tout ceci bien entendu en fonction du train de vie. On va aller voir rapidement. Hop, à la page 88. Je vois qu'il y a des petites tables équipement, les vêtements, voilà. Des exemples de vêtements, de mobilier, de lieux, de ce qu'on mange en fonction de nos trains de vie. Et vous devez aussi envisager quels sont son réseau de relations. Il faut en imaginer au moins un: ami, amante, compagnon d'armes, compagnon de beuverie, partenaire professionnel, mentor, et puis rival, concurrent, voilà, qui est une menace. Il faut avoir un allié et un antagoniste. Vous pouvez inventer des connaissances supplémentaires, mais ne vous éparpillez pas trop pour l'instant. Assez logique. Voilà, les effets de cap. Ça a l'air d'être le cœur de la mécanique. Lorsque les conditions sont réunies pour qu'un effet de cap soit enclenché, jetez un des 20, puis comparez le résultat obtenu à la valeur de l'attribut à laquelle est associé l'effet de cap. Effectivement, donc les valeurs d'attribut qui vont au démarrage de 8 à 16. Qu'est-ce que j'ai dit? Hop, j'ai oublié déjà. De 8 à 14 au démarrage. Si le résultat du dé est inférieur ou égal au brio de l'attribut, le succès est total. Ah oui, donc là, il faut faire moins. C'est pour ça que c'est relativement bas. Supérieur, mais au brio, mais inférieur à l'attribut en lui-même, c'est la réussite partielle. Ça, on connaît. Et supérieur à la valeur de l'attribut, c'est un revers de fortune et la situation se complique. Donc là, on est sur une autre échelle de valeur, mais on retrouve là aussi le principe qu'on connaît, réussite partielle ou échec. Ils nous mettent des exemples. Pour une filature, 4 succès, tu parviens à te mettre à te frayer un chemin dans la cohue et à suivre Monsieur Dubarry. Succès partiel, tu parviens à résister au mouvement de la foule, mais tu tombes nez à nez avec une fillette en pleurs, elle est perdue au milieu de cette foule qui menace de l'emporter. Là, tu n'as quelques secondes pour te décider, sauver cette petite fille ou continuer de suivre Monsieur Dubarry. Et voilà. Et puis l'échec, tu tombes nez à nez avec Monsieur de Bailleul, celui-là même que tu as ridiculisé il y a quelques jours et qui avait juré que les choses ne s'en arrêteraient pas là.
ne s'arrêterait pas là. De toute évidence, en l'apercevant, il te donne l'impression qu'il est maintenant disposé à régler votre affaire. Certains effets pourront modifier les jets de dés futurs. On a aussi une question de morale. La morale, c'est l'ardeur combative du héros. Au début, on démarre avec 6 points de morale. Selon ce que l'on entreprend, la qualité de ses succès, la morale peut être amenée à diminuer. Chaque fois qu'il perd un point de morale, cochez le nombre correspondant sur le compteur. Alors l'avantage, c'est comme il y a 6 points, eh ben, on peut prendre un petit D6 aussi pour le noter. C'est ce qu'on perd notamment aussi par les coups des armes. Mais on peut aussi perdre du point de morale en étant émotionnellement effrayé, ridiculisé. Et lorsqu'on perd notre dernier point de morale, le héros est démoralisé, donc il peut être assommé, obligé de se rendre, fait prisonnier. On peut récupérer des points de morale en se remettant de ses émotions, en se reposant, voire en buvant avec excès. Il y a des effets de cap qui correspondent à ça aussi. Et on a à côté les blessures. Et on peut, en fait... Ah oui, lors d'une interaction physique, on peut décider d'ignorer la perte de points de morale et plutôt de prendre une blessure. En fonction de ce qui se passe, il va y avoir des conséquences de blessure. Tout effet de cap a un déclencheur, un test et des résultats. C'est assez facile. On peut faire des beuveries pour reprendre des points de morale, mais on a un petit test de gaillard à faire pour savoir si ça se passe bien. Ça, c'est assez rigolo d'avoir prévu une mécanique sur ça, parce qu'effectivement, c'est quand même aussi un classique des KPDP. Les héros, hein, on pense à Porthos chez les Trois Mousquetaires, qui descendent des cruchons de vin un peu trop facilement. Donc ça va être les effets de cap un peu génériques. Cerner quelqu'un, donc essayer de le comprendre, forcément, c'est un test de subtil. Et du coup, on peut poser des questions en fonction de ce qu'on a réussi. Que ressent-il vraiment? Qu'a-t-il l'intention de faire? Ça, c'est de la perspicacité. Ensuite, on a compté fleurette pour faire usage de ses charmes, évidemment. Donc là aussi, important, j'en profite pour rappeler que quand on a des actions comme ça, un peu autour de la romance, etc., on ne les joue pas n'importe comment autour de sa table. On fait attention à ce que tout le monde soit à l'aise avec ça. Alors là, ça va parce que on gagne ça fonctionne comment? On gagne une emprise et en fait, c'est des jetons qu'on va accumuler et en fonction de ça, eh bien, la personne on peut dépenser ses points pour l'inciter à nous apporter son aide, nous confier quelque chose, nous livrer un secret embarrassant. Donc c'est effectivement le petit jeu de séduction compté fleurette. Ensuite, on a être sur ses gardes. Lorsque vous analysez une situation dangereuse ou qui pourrait le devenir, tester subtil. Et du coup, ça nous permet d'avoir des infos sur quelle est la meilleure façon de m'en sortir, qui a l'avantage, quelle situation rocambolesque menace de se déclencher. C'est les questions qu'on pose au MJ. Et puis après, on a faire fi de l'impossible quand vous tentez une action audacieuse. Et bien là, selon ce qu'on va tenter, on va choisir la compétence qui va correspondre. Flamboyant, gaillard, vaillant ou subtil. Succès total, on y va, ça réussit. Succès partiel, on trébuche un peu. Et puis, préparez-vous au pire. Comment il définit ça? Faire fi de l'impossible, c'est entreprendre quelque chose de périlleux qui ne correspond à aucun autre effet de cap. Sauter à travers une fenêtre du premier étage, se suspendre à un lustre et traverser la salle. Voilà, c'est toutes les actions un peu folles où il n'y a pas une manœuvre dédiée. On a faire jouer ses relations. Donc ça, c'est pour utiliser justement les contacts qu'on nous demande de définir. Et ça permet justement de donner vie un peu assez facilement aux contacts qu'on a. Subterfuge, lorsque vous tentez d'embrouiller quelqu'un afin de lui faire croire quelque chose ou d'obtenir quelque chose de lui, assez classique. Croiser le fer, là, c'est le casser la gueule, c'est l'attaque. Évidemment. Mais croiser le fer, c'est pas forcément physique. Ça peut être fait par un trait d'esprit où on utilise flamboyant. Ça peut être par la ruse, et dans ce cas-là, on va utiliser subtil. Ça peut être par de l'acrobatie, et là, on va utiliser vaillant. Succès total, l'adversaire perd un point de morale. L'adversaire perd le moral défini par l'action plus 1. Après, ça peut être aléatoire, mais il peut contre-attaquer. Et revers de fortune, vous manquez votre objectif, la situation se complique, votre adversaire choisit une des options qu'il vous inflige, au lieu qu'on l'inflige à nous. Ça peut marcher entre héros aussi, si on veut faire un peu des prises de bec. C'est indiqué comme ça. Situation d'exemple, ton ami Aurore, un peu éméché, se lève pour rejoindre la mêlée. Je ne la laisse pas faire, je me lève, je débute un pas de danse avec elle pour l'empêcher de se battre. C'est donc croiser le fer, mais pas par la violence, par une action incongrue, donc c'est un jet flamboyant. Succès total, je l'entraîne dans un pas de danse à l'écart des coups d'épée, d'un geste souple, je l'assois sur une chaise, fais face à l'action,
Je me tiens à ses côtés. Ne sommes-nous pas mieux là pour contempler la scène, cher ami? Ça lui fait perdre 2 points de morale. Je lui attrape une bouteille sur la table et remplis 2 gobelets. Je lui tends un et fais mine de trinquer avec elle. Très bien, elle semble tournebouler par ton mouvement, mais elle choisit de rester là et attrape le gobelet que tu lui tends pour se jeter une rasade à la gorge. Donc voilà, c'est pas mal, on a les exemples de situations pour dire un peu comment gérer les différents croiser le fer en fonction de ce que c'est. On a la possibilité de combattre à distance aussi, où en fait ça va être la même chose que croiser le fer, mais lorsque vous utilisez une arme à feu, une arme de jet, ou que vous jetez un projectile quelconque sur un adversaire, décrivez la manière dont vous y prenez. Donc ils ont un peu séparé le croiser le fer, le casser la gueule à distance. Frapper un adversaire surpris, si vous ne pouvez pas rater, vous faites perdre le double de points de morale tel qu'établi dans la fiction, sans faire jet de dés. Frapper un adversaire à votre merci, sans défense, attaché, tenu. Vous pouvez choisir de le tuer ou de l'assommer si vous vous frappez avec une arme adéquate. Combattre plusieurs adversaires à la fois. Après, il y a les duels au premier sang. Donc là, c'est des cas particuliers. Et après, il y a des règles pour les courses-poursuites. On va pas rentrer dans les détails, mais ça permet de savoir un peu la difficulté de la course-poursuite. Ensuite, on a combat entre héros, parce que ça, c'est aussi un classique des héros de cap et d'épée qui peuvent parfois croiser le fer entre eux. Et ensuite, hop, la démoralisation et la gestion des blessures. La blessure, elle peut être physique ou psychologique. Donc il y a pas mal de choses quand même. Et il y a une action de sacrifice pour que ce soit un peu épique aussi. Et tirer sa révérence, vous pouvez créer un nouveau héros à partir des livrets disponibles, sachant que si vous le souhaitez, vous bénéficiez d'un nombre d'augmentations équivalent à la moitié de celui du héros défunt. Ça, c'est intéressant. C'est que si on sacrifie son héros, on va dire les points d'XP qu'il a gagnés, on peut partiellement les redisposer au nouveau. Et si vous trépassez, les héros organiseront un enterrement, suivi d'une commémoration. Chacun à tour de rôle pourra dire quelques mots, rendre hommage. Mais ils disent que c'est important, voilà, ne négligez pas la mort du héros. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, c'est de dire, c'est pas parce on va pas faire comme si les héros ne pouvaient pas mourir, on va pas trop mettre ça de côté, mais au contraire, on va en faire quelque chose d'épique. Et je trouve que l'idée est très intéressante de se dire, on peut sacrifier son personnage, et en fait, c'est prévu dans le jeu, dans la narration. Les soins permettent de guérir les blessures, et on a une récupération naturelle. Et c'est là où on va rentrer un peu plus dans les archétypes que j'ai cités très rapidement tout à l'heure. Mais le comédien, par exemple, on va avoir quelques infos. Lorsque vous cherchez à distraire un public de façon à provoquer une opportunité pour un ou plusieurs de vos alliés, testez flamboyant. Vous attirez l'attention de votre auditoire plus en détail que d'autres. Grandiloquent, quand vous croisez le fer, vos mots sont aussi tranchants que le fil d'une rapière. Et la perte infligée à votre adversaire grâce à un test de flamboyant est augmentée. Irrésistible, lorsque vous comptez fleurette, gagnez une emprise supplémentaire en cas de succès total ou partiel. Donc ça, c'est les mouvements de cap, comme ils disent, les manœuvres précisées pour chacun. Donc le comédien n'a pas d'équipement supplémentaire. Le domestique, lui, a une petite arme quand même, et des possessions. Le duelliste, pareil, équipement. On va choisir des possessions aussi, et des effets de cap spécifiques. Donc ils en ont chacun 3, j'ai l'impression, des effets de cap dédiés. C'est pas mal. J'aime beaucoup c'est intriguant là, cette illustration, elle me plaît beaucoup. Voilà. Alors je vais retourner un peu juste dans la création des personnages. Je sais pas s'il disait dans les archétypes, donc les attributs. Je me demandais ce qu'il y avait comme effet de cap pour les. Je crois que si on les a tous ou si on doit en choisir un. Effet de cap spécifique. Chaque héros a les effets de cap généraux ainsi que 3 effets de cap spécifiques. Ces derniers correspondent à des savoir-faire ou des savoir-faire spécifiques. Lisez chaque effet de cap spécifique de votre archétype afin d'en choisir 3 en toute connaissance de cause comme indiqué sur votre livret. Alors ils disent d'en choisir 3, mais j'ai l'impression qu'ils en ont que 3 de toute façon. Ah oui, j'avais tourné les pages trop vite. Et il a 5. D'accord, il y a 5 effets de cap, a priori, par personnage. Là aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est effectivement comme ça qu'on va pouvoir les choisir. L'équipement, tout est affaire de train de vie. Les étiquettes, chaque équipement se définit par une étiquette. Ah oui, donc ça c'est les caractéristiques un peu des armes. Le prestige et le vécu. Le prestige est un terme plus simple
est un moyen de mesurer les progrès de votre personnage. Cela englobe non seulement une progression en termes de savoir-faire, mais également une progression en termes de savoir-être. Du fait, on n'apprend bien que de ses erreurs. Donc chaque fois que votre jet de dés fait un revers de fortune, marquez l'attribut correspondant par session, et à la fin de la session, gagnez 1 point de prestige pour chaque attribut ainsi marqué. D'accord, donc en fait, on peut gagner au maximum 4 points de prestige par session. Et l'effet de cap fin de session vous permettra également de pouvoir cocher une ou plusieurs cases de prestige supplémentaires. Vous verrez ainsi récompensé ou non de ce que votre héros aura accompli, mais aussi et surtout de la manière dont il s'y sera pris pour le faire. Le vécu, quand vous avez rempli les 7 cases de prestige, effacez les coches et choisissez un vécu dans la liste ci-dessus. Donc effectivement, c'est les améliorations. Effet de cap on peut prendre un effet de cap en plus, connaissance d'un autre milieu social ou avoir un +2 dans une stat. Évidemment, dans le PBTA, c'est pas les jeux qui proposent la progression la plus forte, et ça, on le sait déjà. Vécu avancé, après avoir progressé 5 fois, vous pouvez prendre des effets de cap d'un autre livret ou mettre encore un +2 dans un attribut au choix, ou mettre le héros à la retraite. Donc là, c'est quand on joue campagne. Moi, en PBTA, j'ai jamais joué campagne, donc je suis jamais allé jusque-là. Mais du coup, on a la liste de tout le monde. Donc du coup, on va aller peut-être ouvrir ce fameux deck des effets de cap, pour voir un peu plus ce qu'il y a dedans. Donc regardons un peu ce deck de cartes, qu'est-ce qu'il nous propose. Alors on a effectivement les manœuvres, on doit en avoir 5, voilà. Les manœuvres spécifiques, donc ça c'est pas mal, ça fait qu'on peut les garder sous la main. Les codes couleurs qui nous dit la stat qu'on utilise. On a le domestique, le comédien, et voilà, c'est ce que je supposais et qui est très bien. On a aussi les effets de cap génériques. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Comme on disait, cerner quelqu'un, compter fleurette, être sur ses gardes, faire fil impossible. Toutes les actions. Le code couleur, c'est bien parce que ça nous permet de savoir très vite ce qu'on doit utiliser comme caractéristique. Je pense qu'il y a 2 exemplaires, exactement. Comme ça, il y en a un pour le maître de cérémonie, il y en a un pour les joueurs et joueuses. Du coup, on a ce qu'il faut comme aide de jeu pour bien jouer autour de la table. Ça, c'est vraiment top. Et donc l'autre, je vais l'ouvrir pour le principe, mais je pense qu'on va avoir tout simplement celle liée aux autres archétypes. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Effectivement, après j'ai les manœuvres par type de personnage, hop, qui vont aller là. Et après, j'ai d'autres choses assez intéressantes. Le jeu est très bien pensé pour accompagner les MJ. C'est-à-dire qu'il y a aussi chaque personnage, il y a une petite carte sur comment le faire briller. C'est-à-dire qu'il y a des questions que doivent se poser les joueurs ou joueuses en haut, et après en dessous, comment le faire briller en tant que meneur. Donc ça, c'est cool parce que je pense que tu seras totalement d'accord avec moi. Notre rôle en tant que meneur, c'est surtout de faire briller nos joueurs et du coup d'avoir des petits tips sur comment le faire. C'est pas mal. Il y a aussi, voilà, à quoi servent des figurants. Voilà, donc des PNJ. Délivrer une information, être un poids mort, affronter le héros, présenter une offre, faire passer un message. À quoi sert la foule? Entraver les actions, menacer un innocent, saccager quelque chose. À quoi sert un décor? Présenter un danger, révéler quelque chose, dissimuler quelque chose. Présenter un gardien, créer une situation cocasse. Ça, je trouve ça hyper intéressant de dire, tiens, pensez aussi à tout ça. Et après, on a les effets de cap du maître de cérémonie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour mettre de l'action. Et puis, à quoi vont servir les seconds rôles, sans prendre un allié, mettre un innocent en danger, corrompre un allié, voilà. À quoi ça te sert un PNJ, c'est intéressant. Et puis quelques cartes, on a quelques cartes de petits PNJ, clés en main. Et ça, c'est pas mal aussi. Donc ce deck, il est à la fois, il est évidemment optionnel, mais je le trouve très intéressant. Les aides de jeu malines, c'est toujours plaisant. Parfois, les aides de jeu, elles sont un peu superficielles. Là, je pense que il est plutôt bien pensé. À voir en jeu, évidemment, mais moi, je suis assez client, on va dire, de base des decks de cartes comme aide de jeu. C'est facile de se les prendre dans la main. C'est facile de les faire tourner autour de la table.
C'est chouette. Donc on a ensuite voilà, le livre du maître de cérémonie que qu'on n'a pas encore ouvert. Donc dans ce livre là, ça va être vraiment les conseils pour narrer l'histoire. Donc je pense qu'on va être moins dans les mécaniques, mais beaucoup plus sur le contexte. Donc qu'est-ce qu'on a, voilà, là on va être vraiment sur les guides, le guide de comment être meneur de jeu. Donc c'est pareil, c'est vrai que je serais peut-être un petit peu critique sur ce point, c'est d'avoir un kit, de le vendre les jeux que par bundle avec les deux. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère parce que j'ai tendance à penser que le livre de MC est pas forcément un indispensable à obliger à acheter. Après, aussi, petit éditeur. Pour les petits éditeurs, ça peut être plus risqué de le vendre à part et de se dire, mince, est-ce que les gens vont l'acheter ou pas. On va peut-être pas avoir un public fan comme pour des très gros jeux comme Pathfinder, Warhammer, Donjons. Donc je comprends la logique économique de l'éditeur, que c'est pas une posture facile, mais c'est toujours pour moi un peu dommage. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Voilà. Vous envisagez d'être maître de cérémonie. Là, il y a la présentation un peu du rôle, des objectifs. Bon, bah ça, on va pas aller dans les détails, mais il y a des rappels, voilà, les rappels du rôle de maître de cérémonie, mais des choses intéressantes qui disent, voilà, faut jouer pour voir ce qui va se passer, on prévoit pas tout, c'est pas grave, on avance. Voilà, les grands principes, dépeigner le parfum d'une époque, donner du rythme, soyez fan des héros. C'est des choses où je suis assez d'accord. C'est intéressant d'ailleurs de se dire, tiens, est-ce que je suis raccord avec la vision du jeu dans les conseils qui sont donnés au maître de cérémonie. Confrontez les héros à l'adversité, mais soyez généreux en retour. Ça, c'est une bonne formule. Soyez sans pitié lors des revers de fortune et soyez généreux en cas de succès total. Donc les effets de cap du MC, bon bah ça c'est les manœuvres qu'on utilise en tant que maître de cérémonie. Annoncer une complication, faites empirer, séparer les personnages, placer les héros face à un choix difficile, face à une situation rocambolesque, tout ce qu'on peut faire quand on est maître de cérémonie. Mais ça, c'est intéressant, voilà. Faites en fonction du livret du héros. Le comédien, donnez-lui ou privez-le d'un public. Mettez en danger son outil de travail. Le domestique, faites peser une menace sur le héros qu'il sert. Faites-lui manquer ses obligations. Le duelliste, piquez-le au vif. Mettez son courage à l'épreuve. L'érudit, mettez son savoir à l'épreuve. Ça, c'est pas mal de dire, tiens, par rapport à chaque archétype, mène-le comme ça. Avec des petits conseils, voilà, des petites... les petits exemples aussi. Donc c'est riche aussi en exemples, hein, donc ça c'est pas mal. Et donc dans les PNJ, ils en donnent 3 catégories. Il y a les figurants, tous les PNJ qui ont un impact réduit ou insignifiant. Il y a les seconds rôles qui vont avoir un impact sur la fiction. Et puis la foule. Et ça c'est intéressant de dire, tiens, c'est intéressant de dire comment on va gérer une foule en entier. Et du coup avec des règles sur la foule. Page 28, on va aller voir ça juste après. Comment créer un PNJ? Bon, bah, voilà, c'est des choses, c'est bien de donner les tips. Après, c'est des choses qu'on peut faire en suivant particulièrement les consignes propres à ce jeu, mais peut-être qu'on n'ait pas besoin de le suivre exactement comme ça si on a déjà un peu de l'expérience de jeu de rôle. Le maître de cérémonie ne jette jamais les dés, ça c'est le classique d'un PBTA. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime les mener. Je trouve que ça donne un confort pour les meneurs de ne pas avoir à penser calcul, etc. C'est que les joueurs et joueuses qui font les maths. Et comme on doit gérer plein d'autres choses, moi j'aime ça dans le PBTA, de ne pas avoir à gérer les maths. Les décors aussi, voilà, c'est intéressant là de se dire, tiens, à quoi sert un décor? Qu'est-ce qui constitue un bon décor? Voilà, ça présente un danger, ça révèle quelque chose, ça dissimule quelque chose. L'idée étant de dire, bah, même si c'est en impro, que les joueurs, joueuses, ils vont dans un endroit que j'avais pas prévu, eh bien, j'ai un décor, il doit s'y passer quelque chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant quand même d'écrire ça. Ils ont des bonnes idées. Et puis, qu'est-ce qu'une scène? Effectivement, dans ce jeu-là, on fonctionne en scène. On fonctionne en scène, donc il peut y avoir des cuts, voire des flashbacks. Il y a des compétences, donc des effets de cap qui ne s'utilisent qu'une fois par scène.
Comment changer de scène? Bon, ben voilà. La structure, les questions, voilà. Inciter à poser des questions. Et puis, liens et relations. Chaque personne citée, est-elle vivante? Quelle est sa nature de lien avec le héros? Voilà. Effectivement, le jeu de rôle, ça marche très bien en questions-réponses si on n'est pas forcément très, très à l'aise. Et puis, il y a les questions pour définir les personnages par archétype. Spécificité de l'intrigant. Tu disposes d'une certaine réputation au sein de certaines sphères. Comment es-tu perçu et pourquoi? Ça, c'est pas mal parce que du coup, ça permet, en tant que MJ, d'aider à la création des PJ. Et du coup, c'est pas mal pour la session 0 de préparation de personnages, si on découvre le jeu tous ensemble, de pouvoir se baser sur ça et de réduire un peu la responsabilité du MJ ou de la MJ dans la prise en main d'un nouveau jeu. Là, ça guide quand même pas mal. Donc là, je trouve qu'il y a des très bonnes choses. C'est un guide, un livre qui est très conseil de jeu à proprement parler. Et ça, c'est pas mal de... Je trouve qu'on n'est pas sur la création d'univers comme dans le guide du MJ de Donjons et Dragons, mais vraiment sur comment jouer. Et moi, c'est souvent ça que je trouve est le plus important. Le world building, c'est intéressant, hein, j'aime ça aussi. Mais si on a fait le meilleur des mondes, mais qu'on ne sait pas faire jouer les gens dedans, on a raté un petit peu quelque chose. Carte relationnelle. Chaque joueur a imaginé lors de sa création de son héros au moins une relation dans chacune des 2 catégories. Ami, amante, compagnon d'armes, compagnon de vie, ennemi, rival, concurrent. Il peut imaginer des relations supplémentaires et le maître de cérémonie pose au joueur certaines questions qui lui semblent importantes et note ce qui doit l'être et dresse à partir des informations ainsi obtenues la carte relationnelle de la partie. Ça, c'est intéressant. C'est qu'il peut y avoir aussi des PNJ. Là, on voit sur l'exemple, sur le schéma, les relations sont bien séparées entre celles de Charles et celles de Génie. Mais on pourrait imaginer qu'ils soient aussi connectés au même PNJ. Donc faire le petit schéma des relations, hop, c'est intéressant pour démarrer la partie. Et puis voilà, les sessions de jeu, comment on fait? Avant la première session, lisez les règles, assurez-vous de les avoir comprises, déterminez la période historique, documentez-vous sur la période retenue. Nul besoin d'être historien, toutefois, il est important de faire un minimum de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé en France à l'époque? Qui étaient les dirigeants? Qui étaient les faits marquants? Wikipédia pourvoira largement à répondre à vos questions. Bah, c'est vrai que même si le jeu ne se veut pas de la reconstitution historique, je trouve ça logique de dire il faut quelques repères. Première session, on rappelle le thème du jeu. Avant de parler de la période, on pose les limites du respect du cadre historique. Le respect de l'histoire telle qu'elle est écrite dans les livres peut ne pas forcément être de mise à certains moments. C'est un point important à mentionner, notamment si l'un des joueurs est historien. Cela vous évitera de longues discussions hors de propos par la suite. Enchaînez en présentant ensuite la période retenue, qui est le roi, la reine, les factions, les événements marquants, allez dans les grandes lignes. Agissez un peu à la manière des auteurs de KPDP qui font un rapide exposé de la situation dès le début de leur livre. Ainsi, Paul Féval débute le bossu par « C'était par une belle journée d'automne, en cette année 1699, Louis XIV se fait vieux et se fatiguait de la guerre. » On reprend les bases du jeu, voilà, la conversation, les héros, les principes des effets de cap. On présente rapidement les différents effets de cap, rapide topo sur les principes des joueurs, ils incarneront des héros, des héroïnes. Mais c'est bien d'avoir la checklist des premières sessions. En fait, je trouve que c'est un très bon point pour aider les MJ à prendre en main le jeu et à prendre en main plus largement leur rôle de maître de jeu. Je pense que à la lecture, je verrai quand je l'aurai testé, mais ça peut être un jeu que je pourrais recommander à des gens qui veulent mener pour la première fois parce que c'est complet sur les conseils. Et des conseils que j'ai pas forcément vus dans beaucoup d'autres manuels. Et puis on va commencer à dessiner la carte relationnelle. Je pense que ça, on peut même la confier la création de cette carte relationnelle à un joueur ou à une joueuse autour de la table. Et ensuite, on va débuter l'aventure, aller dans le feu de l'action. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment très complet sur comment on mène une campagne de jeu de rôle, c'est assez intéressant. Dans les intrigues, qu'est-ce qu'on a? Nulle aventure de KPDP sans une belle intrigue digne de ce nom. En tant que MC, c'est à vous que revient la tâche de donner du corps à cette intrigue. Cela ne signifie pas qu'il vous faille la développer entièrement de votre côté et la resservir telle qu'elle au joueur. Rappelez-vous que vous jouez pour voir ce qui va se passer.
Il s'agit plutôt d'organiser toutes les informations que vous serez amené à recueillir auprès des joueurs lors de votre session de jeu, afin de préparer certaines mises en situation qui serviront le point de départ aux aventures des héros. Il va falloir prévoir des choses, mais c'est pas forcément tel quel que ça va se passer. Il va falloir des méchants, il va falloir des menaces. Lors de votre réflexion, donnez un ou plusieurs thèmes à votre intrigue. Vengeance, chantage, imbroglio amoureux, vieux secret de famille, chasse au trésor. Il y a plein de conseils. Et voilà, des petites considérations pratiques. Agencer le tout peut de prime d'abord paraître désarçonnant et compliqué à gérer. Toutefois, vous finirez par vous apercevoir rapidement que suivre ce que nous vous proposons vous rendra au final la tâche plus facile. Donc là, il y a des vrais conseils de jeu quand même. Quand vous avez le temps, attardez-vous sur les détails, montrez-leur des images, voilà. Jouez avec la caméra aussi. Tous les héros prennent part à l'histoire aussi. N'oubliez pas de passer de l'un à l'autre, en particulier quand quelqu'un n'a pas pris la parole depuis un moment. Pensez à ce qui se passe dans l'ombre. Et puis, hop, lorsque vous êtes bloqué, tiens, ça c'est intéressant, on parle des difficultés qu'on peut rencontrer aussi. Si vous vous retrouvez bloqué et ne savez plus quoi répondre aux joueurs, il vous faut réenvisager l'horizon des possibles. Pour ce faire, voici ce que vous pouvez mettre en œuvre. Faites une pause. Regardez vos listes. Jouez collectif. Demandez aux joueurs comment ils envisagent la situation et quelle peut en être l'issue. Développez leurs réponses. Ça, c'est très intéressant, je trouve aussi, de parler des blocages potentiels. Et puis personnaliser, après, voilà. Créer des effets de cap, donc des manœuvres personnelles. Ça, c'est la petite mécanique si on veut aller un peu plus loin une fois qu'on aura déjà joué. Et là, on a une aventure mise à disposition, capturée Maître Vizini. Thème complot politique, trahison. Et du coup, vous êtes avec des pré-tirés, on va dire. Enfin, en tout cas, on peut toujours choisir ses effets de cap, mais on a des profils de personnages donnés. Hop. La carte des relations qui est faite, qui fait un rappel global. La menace, le plan d'action. Les mouvements côté PNJ. Et puis les PNJ et les lieux. Et du coup, les petits conseils au maître de cérémonie pour ce scénario en particulier. Ça, c'est toujours pas mal d'avoir un scénario dès le début, clé aux mains, qu'on veuille le jouer ou pas, mais au moins qu'on puisse voir à quoi ça ressemble un scénario type du jeu, même si c'est pas forcément celui-là qu'on veut jouer. Et puis des petites cartes de PNJ, figurants, second rôle, décor. Bah ça peut être pas mal de se faire ces petits billets-là pour les avoir sous la main. Donc on a ces deux livres-là. On a le livret à lire en premier et on a l'écran, qui vont donc dans un même coffret. Hop, coffret qui est là. On va essayer de ranger tout ça comme il faut, hop, sans rien abîmer. Donc on a fait une approche, une consultation un peu rapide, hein, évidemment, et puis j'ai fait quelques parallèles avec Monster of the Week, évidemment, pour se faciliter la vie. Hop. Mais c'est pas fini, puisqu'on a aussi un petit livret, voilà, aventure rocambolesque. Donc ça, c'est assez simple, hein, c'est un livret d'intrigue. Voilà. Il y a plusieurs intrigues. On a là un personnage récurrent, puisque le gros chauve, c'est un personnage qui peut être croisé partout, et c'est un obstacle, voilà, qui est déjà mis clé en main. Et puis, on va avoir donc le testament de Madame Saint-Gervais, qui est une première aventure. Et donc, Grosjean, c'est le méchant, hein, voilà, c'est celui qui va faire des traquenards. La petite lettre qu'on peut envoyer avant de jouer, pourquoi pas. Après, on a le collectionneur, voilà, un thème sur l'enlèvement, à nouveau, avec tous les éléments qui vont bien. Le convoyeur, un autre scénario. Que justice soit faite, encore un autre. Donc ça, c'est un petit supplément, voilà, qui a été édité aussi. Je le redis, donc c'est chez les 12 singes, et c'est donc écrit par Luc Boileau et Asgard, et c'est illustré par David Chapoulet. Donc ça, c'est un bon, quand même, un jeu qui est bien fourni pour sa sortie. Je pensais pas forcément être plus curieux que ça dessus, mais là, la lecture, je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes. Je pense qu'il y a pas mal d'effets de cap, donc la première partie, il y a peut-être un tout petit peu d'hésitation sur mince, comment on fait ci, comment on fait ça. Mais à la lecture des règles, je pense que très vite, c'est assez fluide. Le jeu m'a l'air intéressant à jouer quand même en plusieurs sessions. Je pense qu'un one-shot, c'est peut-être un peu court
pour bien le prendre en main. Voilà, du travail, voilà, du Made in France aussi, hein, c'est toujours quand même toujours sympa. Donc voilà, c'était cette découverte en temps réel. Donc comme ça, je voulais pas faire une préparation qui aurait été peut-être moins spontanée pour vous donner mon avis. Je trouvais que c'était intéressant de vous le dire en réel, voilà, en temps réel sur ce que je pense de Noblesse Oblige. Et ben cette lecture, j'en pense vraiment du bien. Donc je pense très clairement qu'on va le jouer sur la chaîne. Peut-être avant l'été, si on a le temps de réunir une petite table sympathique. Peut-être sinon la saison prochaine, mais clairement il va rentrer dans ma liste pour en streamer au moins une partie, peut-être en 2 soirées. Le jeu m'a été envoyé par les maisons d'édition. Voilà, donc je le dis hein, en toute transparence. Il n'y a pas de rémunération, de choses comme ça. J'en suis tout à fait libre d'en donner mon avis. Et ce sera de toute façon toujours le cas pour moi. Si je dois présenter des jeux, je ne veux pas le faire dans des cadres directement rémunérés pour garder une liberté de ton sur ce que je vous en dis. En tout cas, je les remercie quand même, hein, parce que c'est le premier éditeur qui m'envoie tout un kit comme ça. Donc, par contre, voilà, très honnêtement, je les remercie. Ça fait vraiment plaisir d'avoir été repéré et d'avoir reçu ça. Je vais pas mentir, je vais pas dire que je m'en moque. Non, quand même, ça fait plaisir. Et puis, évidemment, si vous cherchez à vous acheter un peu de jeux de société, un peu de JDR pour cet été, on vous rappelle, hein, vous pouvez aller voir nos amis de Lootbox avec le code LDSJ, vous avez 5% de réduc. Et en plus, il y a une petite commission qui nous est reversée, ça nous soutient. Et puis, évidemment, vous pourrez y retrouver Slasher et puis nos productions autres sur Ko-fi. Sur Ko-fi, on a ajouté quelques maps JDR dernièrement que vous pouvez télécharger gratuitement si ça vous intéresse. Voilà, on essaye de continuer autour de nos lives à vous offrir, à vous mettre à disposition pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à vous servir, à en profiter. Le JDR, ça se partage. Le jeu de rôle, ça se partage. Et c'est ça qu'on aime. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas, les dés sont jetés. Bye bye.